Nous vivons effectivement dans une société qui valorise considérablement la performance, comme vous le dites, dans tout un registre d'activités humaines, le monde professionnel, le monde scolaire, le monde sportif, avec cette particularité du monde sportif qu'il est un exemple privilégié de ce culte de la performance, parce que la performance est l'essence du sport et en particulier du sport de haut niveau, et parce que le scénario sportif, par nature, est suffisamment simple et schématique pour illustrer ce culte de la performance et pour proposer à notre société une sorte d'épure. Pas simplement d'ailleurs de la performance, de fonctionnement contractuel, de relations sociales, de dépassement des limites humaines au travers de la recherche médicale, etc. Or, cette épure que propose le sport, et le sport de haut niveau en particulier, effectivement nous est familière et en même temps procède d'un avènement. Cet avènement est historique et philosophique. Il est lié à l'apparition de la modernité au XVIe, XVIIe, mais surtout au XVIIIe siècle, et il permet de confronter des valeurs qui sont celles d'un monde ancien, antique, médiévale, et celles qui ensuite connaissent le succès que l'on sait au travers du siècle des Lumières dont nous sommes les héritiers. Donc il y a effectivement une opposition de valeurs qui permet de comprendre que dans l'Antiquité, probablement et même très certainement, nous ne pouvions pas penser le dépassement de soi, le culte de la performance ou plus généralement le progrès humain à l'infini de la manière dont nous le pensons aujourd'hui. Parce que les valeurs qui sont celles de l'Antiquité, à tout point de vue, c'est-à-dire scientifiques, philosophiques, sont différentes, radicalement différentes de celles de la modernité. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne pour la première vidéo. Et donc pour cette première vidéo, j'avais envie d'inaugurer avec un sujet plutôt léger entre guillemets. Ça ne va pas être de la philo pure avec un long raisonnement bien construit. Ce sera certes un raisonnement bien construit mais assez court sur le thème du dopage, du culte de la performance et de la société. Pour ce faire, il y a quelques jours, un élève de deuxième année de BTS m'a envoyé un sujet que j'ai trouvé très intéressant et auquel j'ai pris beaucoup de plaisir à traiter. Donc j'ai voulu vous le présenter, vous le partager, mon idée, donc mes idées par rapport à ce sujet. Voici les modalités qu'il avait. Son sujet était une synthèse de cursus qu'il fallait effectuer avec 4 documents, et donc il fallait pour ce faire une introduction basique, phrase d'accroche, présentation des documents problématiques, annonce des parties, ces parties qu'on appelait des axes, il y en avait 2, donc il fallait faire que 2 parties avec 3 sous-parties, et le but était donc de présenter ces 2 grandes parties en utilisant le plus de documents possible. Je n'avais pas le droit d'utiliser des connaissances personnelles, logiquement il fallait utiliser des connecteurs et faire des liens entre les documents. Finalement, petite conclusion qui faisait un résumé des 2 axes, et si nous pouvions toujours plus aller faire une ouverture. Je ne vais pas prendre la peine de lire les documents un par un, je vous invite à le faire expressément. Ce ne sont pas des documents bien longs, mais ils sont vraiment très intéressants. Les affaires de dopage sont de plus en plus fréquentes dans notre société actuelle, qui voue un culte démesuré à la performance au plus. Ce dossier témoigne de l'intérêt porté à ces problèmes qui touchent les sportifs de haut niveau et notamment les cyclistes. Nous avons alors à notre disposition 4 documents. D'abord, une caricature dessinée de Perico est publiée sur son blog en 2013 qui représente 3 cyclistes bien connus, Lance Armstrong, Laurent Jalabert et Jan Ullrich, qui symbolisent l'archétype du sportif moderne de haut niveau et le dopage omniprésent dans leurs activités sous fond moralisateur. Notre deuxième document est un extrait issu de 8 leçons sur le sport, dans lequel le sociologue Paul Lyonnais répond en 2004 à un certain nombre de questions sur les pratiques sportives. Plus particulièrement, la leçon 7, ici présente, met en évidence un aspect paradoxal du dopage. Ensuite, dans un article du quotidien Libération daté de 2001, la philosophe Isabelle Keval
on se doute elle-même ancienne sportive de haut niveau, fait une analyse critique des conséquences, sur le plan alimentaire, du culte de la performance qui anime les sociétés modernes. Enfin, notre dernier document, L'esprit sportif aujourd'hui, est un essai regroupant diverses études sur le sport. Le sociologue Jean-François Bourg s'intéresse alors aux raisons du dopage et aux difficultés que pose sa surveillance et son interdiction dans son écrit de 2004. Ainsi, que faut-il penser de l'importance du phénomène du dopage dans notre société par rapport au culte de la performance et qu'est-ce que cela dit de notre société ? Nous verrons dans un premier temps que le dopage est plus répandu qu'on ne le pense et qu'il faut en chercher les causes profondes avant de condamner les seuls sportifs. Nous verrons ensuite quelles attitudes on peut adopter, comment vraiment considérer la question du dopage et du culte de la performance. Le dopage est aujourd'hui très répandu. Paul Lyonnais affirme sans embâche dans son essai 8 leçons sur le sport paru en 2004 que tout sportif est dopé, compte tenu de sa préparation physique et médicale. Notre caricature de Perico, qui date de 2013, souligne les résultats suspects des cyclistes des Tours de France récents, en disant que les sportifs de haut niveau sont tombés dans le dopage dès l'enfance, à la manière d'un Obélix. Cela souligne à quel point le dopage est connu et brocardé, même avec humour, dans le monde du sport, dont dans un sport très médiatisé tel que le cyclisme contemporain, puisqu'il s'agit là du Tour de France 2006. La philosophe Isabelle Keval affirme dans l'article tiré du journal Libération, paru en 2001, que le dopage est lié à notre époque où la nourriture enrichie est censée améliorer les performances de tous. En effet, qu'est-ce que le dopage ? Peut-on le définir ? Pour Paul Lyonnais, c'est un concept difficile à cerner dans la mesure où il est lié aux différents artifices utilisés pour améliorer les performances humaines depuis toujours. Les compléments alimentaires, ou même toutes les avancées en termes techniques ou scientifiques vis-à-vis du corps et de l'entraînement, et de ce qui l'englobe, par exemple, pourraient être considérés comme des produits dopants. C'est, par extension, l'idée de la caricature de Perico, qui joue sur l'opposition naturelle et artificielle. De fait, dans cette caricature où l'on voit Lance Armstrong, Laurent Jalabert et Jan Ullrich, la question aujourd'hui ne semble non plus de savoir quels sont ceux qui se sont dopés, mais plutôt de connaître ceux qui ne sont pas dopés. Alors, où s'arrête la limite ? La médecine fonctionne ainsi. Il s'agit d'améliorer le naturel, comme le suggèrent également Keval et Lyonnais, mais d'améliorer la culture également, va jusqu'à écrire Lyonnais. On pourrait donc dire avec celui-ci qu'il existe une dimension anthropologique du dopage et qu'il semble parfois inévitable. Ainsi, quelles sont les causes profondes de cette attitude qui pousse les hommes à se doper ? Les sportifs de haut niveau ne sont pas les seuls à se doper selon Keval. Toute la société contemporaine est dans cette dynamique de la performance à tout prix, ce qui nous pousse à la deux-mesure, contrairement aux anciens. Le complexe d'Astérix, pour reprendre le titre de son article, nous incite à chercher la potion magique dans certains aliments ou additifs alimentaires, les alicaments vantés par la publicité. Ainsi, le message « tu es tombé dedans quand tu étais petit » ne s'adresse pas aux seuls coureurs cyclistes, mais constitue bien une publicité pour tous les téléspectateurs, affirmé par le slogan « Une petite goutte de potion magique avant de repartir sur le Tour de France ». Les sportifs sont sensibles à cette approche de la nourriture, qui leur permet d'aller plus vite et plus loin, et sont donc montrés du doigt. Mais les artistes ou les penseurs, eux aussi, cherchent à se droguer pour leur performance, rappelle Keval, comme Sartre ou d'autres, dans l'optique de dépasser leurs limites corporelles pour atteindre des objectifs spécifiques. Cependant, le sport représentant une sorte d'idéal sociétal et anthropologique, et étant beaucoup plus médiatisé, on se doit, aux yeux de tous, d'être vrai. Ainsi, les médias jouent un rôle non négligeable dans cette course. Nous l'avons vu avec la publicité pour la nourriture dénoncée par Keval, et on peut comprendre, écrit Bourg, que les sportifs cherchent à soulager leur corps des efforts surhumains qu'ils lui demandent, par consommation de dérivés de médicaments en tout genre, afin d'augmenter biologiquement leurs capacités, suivant le domaine précisément profitable à un athlète et sa discipline. De plus, Bourg et Keval montrent que le sportif est devenu un personnage médiatique, et que par une transformation sociétale moderne du culte de la performance, les sportifs de haut niveau ne cherchent plus à avoir un esprit sain dans un corps sain, comme les antiques pensaient, mais que les sportifs ou plus généralement notre société actuelle sont dans la démesure. De fait, les sportifs de haut niveau sont prêts à vivre de sacrifices, d'échecs et de douleurs, et d'en garder des séquelles à vie. L'individu haut sportif se donne tellement à sa pratique, ses entraîneurs poussent tellement ses dons naturels, on veut tellement que le sportif excelle que cela met son identité et parfois même sa vie en jeu. Par une grande médiatisation et l'idéalisation de la pratique et du sens que représente le sportif de haut niveau, le jugement du public est moins indulgent à notre époque qu'avant, de même que pour le jugement des institutions, comme le suggère également l'humour bon enfant de la caricature de Perico. Comment, dès lors, considérer le dopage ? Comment lutter efficacement contre lui ? Le dopage est une faute sanctionnée par les instances sportives, réaffirment Lyonnais et Bourg, même s'il semble omniprésent car on transgresse les règles. Les organismes officiels comme les CIO, rappelle Lyonnais, établissent des listes de produits interdits et on a créé une agence mondiale antidopage, l'AMA. Mais ils sont difficiles à déceler parfois, souligne Keval, et certains sports sont plus libéraux que d'autres, comme la NBA évoquée par Lyonnais, qui démontre que la lutte contre le dopage ne peut se faire qu'au terme d'un accord imparfait. De plus,
Le public reste tout de même plus indulgent avec les cyclistes, par exemple, lorsqu'ils sont convaincus de la difficulté de leur sport, à partir de l'atteinte d'un certain niveau. Pour aller plus loin, le dopage semble même nécessaire pour obtenir un certain niveau. Cependant, il ne faut pas dévaluer pour autant les sportifs et tout le travail qu'ils accomplissent, comme tend à le faire la caricature de Perico. Le vice de ce dessin étant de faire de chaque sportif dopé un monstre, un sans morale. Dans les faits, il se peut qu'un grand sportif acharné, se donnant corps et âme à sa discipline, soit très bon, tout en restant naturel, sans ingérer de médicaments dopants sur un plus ou moins long terme. Il pourrait même être aussi bon qu'un sportif dopé, dans le cas où ce dernier ne serait pas travaillé avec le même acharnement que le premier, ou tout simplement que le naturel ait eu de meilleures prédispositions génétiques au niveau morpho-anatomique ou physiologique par exemple. En outre, le dopage permet d'augmenter ses capacités, mais se doper n'équivaut pas à immédiatement devenir le meilleur. Cela s'accompagne également de prédispositions naturelles et de dévouement, de travaux énormes. Si un sportif gagne facilement par rapport aux autres à haut niveau, donc forcément présence de dopage à plus ou moins grande échelle, dans tous les cas, ce dernier mérite respect et reconnaissance pour tout le travail accompli. Entre naturel acharné aussi bon qu'un dopé lambda et un dopé excellent, il est d'autant plus compliqué de trouver une définition propre et immuable du dopage, de ses caractéristiques et de la lutte à son propos. Justement, à cause de l'imaginaire collectif que la société veut véhiculer, le dopage peut se retourner contre les sportifs. Des victoires trop faciles, comme celle d'Armstrong, ne lui attirent pas la sympathie du public, comme le suggère la caricature de Perico, et la moquerie dévalue leur performance. Le propre du public découvrant la supercherie du héros déchu est aussi une autre conséquence possible, rappelée par Keval. Mais le plus grave est le risque pour la santé, avertissent Bourg, Yonnet et Keval. Car le dopage et le culte de la performance poussent les sportifs, forcément narcissiques et fous, toujours plus au-delà de leurs limites. C'est là que Keval et Bourg, dans une autre mesure, s'interrogent sur la responsabilité de la société qui recherche toujours plus de performance et pousse les sportifs à la faute dans une forme de violence indiscrète mais réelle. La solution ultime passe donc selon nos auteurs par l'acceptation des limites humaines et la restructuration ou la réorganisation d'une compétition comme d'un Tour de France raisonnable par exemple. Mais ça serait alors repenser la société et ses individus. Au lieu de jouer les hypocrites, il faut admettre, comme l'a dit Armstrong, qu'il est impossible de gagner le Tour de France sans se doper. Effectivement, si des bons dopés concourent avec des non dopés, même bons, le résultat sera évident. Quand la majorité se dope silencieusement, mais que les organismes préfèrent taire ça pour mieux passer aux yeux des grands publics, en favorisant ainsi l'apparition de réels phénomènes dans la société, de véritables héros, le citoyen lambda déchante effectivement beaucoup face au réel quand on décide un jour de le mettre en évidence. Comme le dit Keval, c'est là toute l'hypocrisie de notre société, à chercher constamment un bouc émissaire parmi la publicité, le mercantilisme et la pression sociale. Finalement, le dopage et le culte de la performance correspondent à une attitude liée à la nature humaine postmoderne, prise dans l'optique du plus et mieux, en se rendant comme maître et possesseur de la nature. Citation de Descartes reprise par Keval. Ou encore, ne pas laisser faire la nature, comme écrit Yonnet. Mais aujourd'hui, ces deux schèmes prennent des proportions particulièrement problématiques, car toute la société est complice de cette idéologie de la performance qu'il faut dénoncer à tout prix. Ou au moins en accepter pleinement l'existence et ses mécanismes, tels les sportifs de haut niveau qui choisissent la lumière et l'argent en payant le prix. Parvenus aux limites de la science des matériaux, des entraînements ou de la diététique, le sport se tourne alors vers la médecine, dans une quête de progrès. Le sport s'inscrit ainsi dans une société qui continue d'idolâtrer la performance et de l'attendre de la part de chacun, tout en revendiquant haut et fort son intérêt crispé pour la santé. Le problème majeur vient alors de la question de l'identité corporelle humaine qui est en cause, identité malléable, car le corps n'est plus une entité fermée. De surcroît, il faudrait également mentionner le problème de l'effet miroir, de l'identité fictionnelle parfaite que chaque citoyen se projette sur la figure du sportif. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est ainsi que se termine donc ma synthèse de documents. J'espère que cela vous a plu, que cela vous aura poussé à la réflexion. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse, un nouveau sujet, une nouvelle dissertation, une nouvelle argumentation bien pensée.